Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de La Voix est libre pour une émission exceptionnelle aujourd'hui. En effet, nous recevons une seule invitée, Marie-Guy Dufay. Bonjour madame, vous êtes donc la nouvelle présidente socialiste de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté et vous avez été élue ce lundi. Vous, téléspectateurs, vous pouvez réagir au cours de cette émission grâce au réseau social Twitter avec le hashtag LVELBFC, c'est-à-dire La Voix est libre Bourgogne-Franche-Comté. Et avec moi, pour mener cet entretien, Lilian Melet. Bonjour Lilian. Bonjour Catherine. Nous allons revenir sur cette journée particulière de lundi avec votre élection à la présidence. Vous allez nous dire aussi ce que vous voulez faire. Mais avant, nous avons très envie de vous entendre sur cette campagne électorale très particulière. Une nouvelle région, des sondages défavorables pendant un certain temps et des attentats quelques semaines avant le premier tour. Marie-Guy Dufay, d'abord, on a envie de vous demander, il y a un an de ça, qu'alliez-vous faire dans cette galère, cette campagne? Aller au bout de ce que j'avais fait. Il me semblait irresponsable de ne pas aller au bout, de ne pas défendre cette conception de la grande région. Moi qui m'étais fortement investie dans le projet de la grande région, ça ne me semblait pas responsable. Et donc c'est cela qui m'a guidée, avec la conscience que nous avions fait un travail correct au niveau de cette région et j'avais envie de le faire connaître. Mais c'est vraiment l'idée de défendre la grande région qui m'a poussée. Alors, le jour des attentats, comment est-ce que vous les apprenez et quel est votre premier sentiment, votre première, réaction? Vous pensez à quoi? Non, mais à rien, c'est la sidération, c'est l'anéantissement. Hein. J'ai même pas pensé à moi et à la campagne. Hein. Je pense que c'est quelques heures plus tard que j'ai dit, mais au fait, on est en campagne. Hein. Non, franchement, la première action, j'ai pas du tout pensé à me projeter par rapport à la campagne. Et honnêtement, quand j'ai commencé à réaliser, j'ai entendu que il y avait vraiment une hypothèse de suspendre les élections et ça m'allait très très bien, quoi. C'était impossible de faire autrement. Il y a eu une forme de malentendu entre une suspension de campagne d'une semaine pour vous, pour beaucoup de candidats socialistes en région, la volonté du Parti socialiste au niveau national avec Claude Barthelone de suspendre plus longtemps. Et on a entendu la droite pendant cette campagne, sans vraiment oser le dire, mais laissant entendre que la suspension de campagne vous arrangeait, parce que pendant ce temps-là, on était dans l'émotion nationale. Oui, écoutez, excusez-moi, ça c'est vraiment politicien. Hein. Non, comment pouvions-nous aller au-devant des gens avec nos préoccupations régionales, parce que moi je me suis battue pour les préoccupations régionales, alors qu'on avait en tête que la question nationale et puis la question mondiale, parce que tout cela nous relie au monde, hein, aux terroristes et aux victimes, pas que de Paris, mais aussi du Liban, de Jordanie, du Sénégal. Enfin, donc non, c'était impossible. Et alors comment on refait de la politique? À quel moment vous vous dites il faut qu'on y retourne et comment on parle aux gens et est-ce qu'on parle différemment aux gens ça faisait 8 mois déjà que vous parliez aux Bourguignons et aux Franc-Comtois. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Mais on parle de la République, on parle de la façon dont on peut lui faire du bien à cette République qui est notre bien commun. Et moi, j'ai redémarré la campagne avec l'appui extrêmement fort du président de mon comité de soutien, Jean-Noël Jeannet, dont je trouvais qu'il était vraiment la personne idoine pour repartir, parce que historien, parce que profond humaniste, parce que homme politique aussi, ayant une expérience de la politique. Et il nous a aidés lors de notre première réunion qui fut à Chenôve. C'est à Chenôve que j'ai redémarré la campagne. Et donc, il y a eu beaucoup de monde. Je ne peux pas dire que c'était un meeting. C'était quelque chose de totalement différent et où on s'est parlé pour voir comment, effectivement, demain, il fallait redémarrer. Sans trop savoir où vous alliez, finalement, à ce moment-là. Mais vous savez, petit à petit, moi, ce qui m'est apparu, c'est que la République, elle avait besoin de quoi? Elle avait besoin de fraternité. Hein, liberté, égalité, fraternité. Et moi, je suis repartie sur cette question de la fraternité en ne l'inventant pas, puisque au fronton de notre programme, nous avions déjà mis et cette valeur, et qu'est-ce qui sert cette valeur dans les compétences de la région? C'est la culture, c'est le vivre ensemble, c'est l'engagement associatif. Et j'avais dit ça, malgré les contraintes budgétaires dans lesquelles nous sommes, ça ne doit pas être une variable d'ajustement, ça ne doit pas baisser. Donc je ne promets pas monts et merveilles, hein, mais je dis ça ne doit pas être une variable d'ajustement.
Lilian a commencé en vous demandant donc la position dans laquelle vous étiez il y a un an. Est-ce que, aussi, vous dites que vous avez dû relancer votre campagne, est-ce que ça a été difficile de s'imposer face à des socialistes bourguignons qui, eux, ont l'habitude de gérer des questions politiques en interne au Parti socialiste? J'ai pas eu le sentiment d'avoir une difficulté avec les socialistes plus bourguignons que franc-comtois. Vous en avez eu aussi avec les francs-comtois, c'est ça que vous voulez dire? Autant. Non, la difficulté que j'ai eue, mais je pense que je suis pas seule, je pense qu'à droite aussi, c'est vraiment de sentir l'indifférence totale. C'est terrible de sentir cette indifférence, de voir les militants venir me voir puis me dire, on sait plus comment faire parce que on va distribuer, on va dans les lieux habituels où on distribue. Et puis, bah oui, on distribue, les gens prennent, on n'arrive pas à amorcer les débats, les discussions. Vous prenez même pas parti. C'était de l'indifférence totale. C'est l'indifférence. Voilà. C'est l'indifférence. Cette indifférence, pour moi, ça a été une chape de plomb. Et j'ai tout de suite vu, au résultat du premier tour, le lien entre cette indifférence et puis le résultat du premier tour, l'abstention. On parlait des attentats tout à l'heure. Est-ce que vous sentez un moment où, après ça change justement par rapport à cette indifférence? Parce que on sait que jusqu'aux attentats, un certain nombre de sondages donnaient des projections, et puis que les choses ont changé de façon chiffrée à ce moment-là. Est-ce que ça correspondait aussi pour les gens à quelque chose, ou est-ce que c'était que les attentats c'était tellement fort que toutes les cartes étaient rebattues? Écoutez, personnellement, moi, j'ai pas senti de différence. Pour moi, c'était encore plus difficile de vaincre ce mur d'indifférence, mais je crois qu'il était déjà installé avant les attentats, donc il était là, et probablement que l'indifférence d'avant les attentats n'est pas la même que l'indifférence d'après. Alors là, pour faire il reste toujours de l'indifférence. Elle est là, et je pense que les attentats, on nourrit et renforcé encore cette indifférence. Alors au premier tour, donc vous le disiez tout à l'heure, forte abstention. Front National très haut, vous réagissez comment? Parce qu'on vous a vu dans un reportage qu'on a diffusé où vous ne croyez même pas les chiffres qui vous sont communiqués. Mais c'est compliqué parce que pour le temps d'avoir les vrais résultats, j'ai été obligée de réagir en n'ayant pas connaissance des résultats globaux. Donc c'est pour ça que j'étais un peu dans l'instabilité. Quand j'ai eu le résultat global final, et c'est monsieur le préfet qui me l'a donné, c'est normal, ça, qui téléphone à un des candidats pour donner le résultat? Parce qu'on a vu des gens. J'étais à côté. J'étais à la préfecture. Parce que vous avez téléphoné aussi dans la voiture auparavant pour vous donner des résultats. Non, ça, j'ai pas eu le préfet dans la voiture. Quand je suis arrivée à la préfecture, mon premier réflexe a été de voir le préfet pour qu'il me donne les résultats, avant que je puisse répondre aux journalistes qui me demandaient à quelle minute et à quelle seconde vous vous désistez. Voilà, parce que c'était ça. Et moi, j'avais vu deux choses. J'avais vu qu'il y avait une petite réserve de voix, décevante par rapport à ce que j'attendais. La grosse déception, c'est que les alliés naturels, communistes et verts, ne soient pas avec nous. Mais il y avait une réserve de voix, alors que je voyais quand même que chez mon challenger, il n'y avait pas cette réserve de voix. Il n'y avait pas cette réserve de voix. Et je me suis dit, et je l'ai senti, quand même aujourd'hui, dans l'état du pays où nous sommes, je pense que l'idée que le Front National arrive en première position est quelque chose qui doit susciter un sursaut républicain. Et j'ai misé sur ce sursaut républicain. Mais à un moment donné, vous vous êtes dit, je retire ma candidature. Est-ce que vous y étiez préparé? Est-ce qu'il y avait un seuil en-delà duquel? Est-ce que, dans votre tête, vous ne l'avez pas dit à ce moment-là, mais vous pouvez peut-être nous le dire maintenant. C'est vrai qu'il y avait un seuil. Je m'étais dit que si je ne franchissais pas les 21%, je me retirais. Et vous aviez préparé ce moment? Vous vous étiez projeté dans ce moment? Sans vraiment se projeter, parce que vous savez, quand vous êtes dans une élection, vous vous projetez plutôt dans ce qui va vous permettre d'avancer puis de gagner. Donc vous vous installez pas trop dans la déprime. Mais je peux vous le dire, parce que j'ai eu un échange, je me souviens, avec mon fils dans les heures qui avaient précédé, puis il connaît pas trop toutes les questions politiques, et puis il sentait qu'il y avait ce sujet, puis il m'avait dit, alors finalement, concrètement, c'est quoi? C'est à partir de quel chiffre? C'est lui presque qui m'avait poussé dans mon retranchement. Je lui avais dit 21. Voilà. Donc là, c'était pas 21. J'étais très proche de François Sauvadet et je voyais bien que j'avais des réserves qu'il n'avait pas et qu'il fallait compter sur ce sursaut républicain. Je peux pas vous dire que j'étais extrêmement sûre de moi. Mais il y a un moment, les combats, si vous les engagez pas, vous les gagnez pas. Et là, j'ai quand même eu ce sentiment qu'il y avait un combat à mener et que, contrairement à PACA et au Nord-Pas-de-Calais, c'était à la gauche à le mener. Nord-Pas-de-Calais et PACA, c'est la droite qui a fait barrage au Front National. Là, je me suis dit, effectivement, on est la région où ce doit être la gauche.
Est-ce que vous avez été déçu par l'attitude de la droite qui n'arrêtait pas de marteler « c'est nous, puisque nous sommes deuxièmes, qui pouvons faire barrage au FN » ? Ça fait mal parce que c'est faux. C'est faux, Voilà, ça fait mal. Vous attendiez quoi de la droite? Vous attendiez à une autre attitude? Non, mais de toute façon, moi, j'ai passé cette élection à jamais trop me poser de questions par rapport à la droite, à toujours me poser des questions sur ce que je fais, est-ce que ça a du sens, comment je me comporte avec mes alliés naturels, comment je vais chercher sur la base de mes valeurs les citoyens. Voilà. Lilian, on revient sur l'élection de lundi, donc qui a vu une victoire de Marie-Guilde Dufay au deuxième tour seulement. Oui, la Bourgogne-Franche-Comté est une nouvelle région, on l'a dit, et il a donc fallu attendre ce lundi pour la journée d'installation, l'élection de la présidente, une très longue journée, encore un peu mouvementée. Avant d'en parler, on va regarder ce résumé de la journée du lundi 4 janvier 2016. Marie-Guilde Dufay fait son entrée dans l'hémicycle ce matin et donne aussitôt le ton. Il y a tellement de travail à venir qu'il faut rester cool pour faire les choses méthodiquement. Chaque chose en son temps. Chaque jour suffira sa peine si on veut faire du bon boulot. Et c'est le PRG, le parti radical de gauche, qui va lui donner du boulot. Dans l'escalier, elle croise justement l'un des deux élus PRG. À la bise de Nouvel An, même si on n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas d'accord sur tout, mais je ne doute pas de votre capacité à réunir. À ce moment-là, problème, les deux élus PRG ne veulent pas voter Dufay au premier tour. La réunion du groupe PS au premier étage est tendue. Ça se passe comment là? Ça se passe qu'on organise l'intendance, le fonctionnement du groupe, les commissions, Les relations avec le PRG. les relations avec le PRG. Et alors ça se passe comment là? On n'en saura pas davantage. Et à 14h30 arrive le moment tant attendu. Les 100 conseillers régionaux votent pour élire leur président. Aucun candidat pour la droite. Le Front National présente Sophie Montel et le PS Marie-Guilde Dufay. Au premier tour, couac. Marie-Guilde Dufay n'obtient que 49 voix, la majorité est à 51. Il lui manque donc, a priori, les 2 voix du PRG pour être élu. Après une suspension de séance, un deuxième tour est organisé. Les socialistes semblent moins tendus, ils comptent les voix. Ouf, 51. Marie-Guilde Dufay, socialiste, est donc élue. C'est la première présidente du tout nouveau conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Marie-Guilde Dufay, avant de parler de la cuisine politique de ce deuxième tour, un mot quand même sur l'émotion. On vous a vu ému au moment de l'annonce. Il y a d'autres images qui ont été publiées dans la presse. À un moment donné, on vous a vu encore plus ému dans cette journée en écoutant les discours. C'est fort ou pas ce moment-là, la fin de cette journée, quand on dit Marie-Guilde Dufay est élue présidente de la nouvelle région? Je ne vais pas vous dire le contraire. Je m'aurais étonné. Je ne vais pas vous dire le contraire, Ouais. effectivement. Et puis, ce qui est compliqué, c'est qu'on se sent plein d'émotions, puis qu'en même temps, on se sent regardé. Donc, il faut maîtriser tout ça. Il va y avoir des paroles à prononcer. Donc, c'est compliqué de maîtriser l'émotion. Moi, je ne sais pas bien la maîtriser. Donc, Vous la maîtrisez bien. Ah bon, alors. Vous avez pleuré quand? Vous avez pleuré quand? Si vous avez pleuré. Vous avez pleuré à un moment donné dans cette journée? Non, j'ai pas pleuré dans la journée. Pas dans l'hémicycle, peut-être après. Non, j'ai pas pleuré dans la journée. Non, j'ai plutôt pleuré le soir de la victoire. Oui, parce que là, c'était autre chose. Ouais. On revient sur ce dont Catherine parlait dans le reportage sur cette journée. On est un peu étonné de voir que finalement, il n'y avait pas d'accord cimenté, total, fermé pour une élection 51 voix tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des élus qui ont fait de la surenchère? Est-ce que les Bourguignons ne vous avaient pas tout dit de leur dissension avec le PRG? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense que le PRG est effectivement bourguignon, que je le connais peu et qu'il me connaît peu. Je pense que c'est cela. Et qu'il a découvert que je ne cédais pas sur l'essentiel.
Et moi, j'ai voulu le lui faire comprendre dès le lendemain de l'élection que sur l'essentiel, à savoir la constitution d'un groupe pour 2 personnes, ça n'avait pas de sens et que je respectais sa volonté de bien montrer son identité, mais que ça passait par tout à fait autre chose et d'autres signes et d'autres actions que la constitution d'un groupe. Donc pour moi, la messe était dite à partir du moment où j'ai dit qu'il n'y aurait pas de groupe. Et pour lui, non. Hein. Donc la voilà. messe a continué. Donc nous sommes allés jusqu'à cet épisode qui est triste vis-à-vis de l'extérieur, parce que franchement, je pense qu'on a donné de la politique une autre image que cette image de dissension, et puis que notre groupe socialiste, il a besoin de solidarité. Le défi qui nous attend est immense. Et donc moi, j'en appelle à cette solidarité, mais bon, j'ai pas été entendue. Ceci dit, je n'ai pas cédé sur l'essentiel. Et par contre, nous avons trouvé les éléments d'un compromis. Donc, ça veut dire que le rapport de force, vous estimez que c'est M. Molinos qui l'a imposé et que vous en êtes bien tiré? Nous avons trouvé un compromis. Hein, voilà, la famille socialiste s'est réunie. Hein, les familles, ça se divise souvent. Et donc là, la famille, elle était divisée, et elle s'est retrouvée. Et l'essentiel, c'est qu'elle se retrouve pour le travail à faire maintenant. Le paradoxe, c'est que vous avez parlé des partenaires tout de suite des communistes et d'Europe Écologie dès le soir de votre élection, dès le soir du deuxième vous tour. Bras dessus, bras dessous avec Nathalie Vermorel. Le paradoxe d'ailleurs, c'est que ce soir-là, le PRG marchait derrière, alors que c'est eux qui ont 2 élus et qui vont vous amener ces 2 voix. Oui, mais pour moi, ils étaient tellement dans la majorité, c'est pas des alliés naturels, c'est la majorité. Hein, donc pour moi, il n'y avait pas de problème à ce moment-là. Et pour eux, manifestement, il y en avait un petit peu plus. Vous avez beaucoup dit vous avez beaucoup rendu hommage à Europe Écologie et au Parti communiste. Et vous avez dit, il faudra qu'on trouve une solution pour travailler ensemble. C'est vraiment possible ou c'est juste des paroles de consolation? Je suis pas tellement connue pour dire des paroles et ne pas les tenir. Par contre, je ne sais pas quelle modalité nous allons trouver. Donc, on va se donner du temps pour se retrouver. Hein. Là, on est quand même en pleine organisation et c'est un peu compliqué. Donc, je leur ai demandé qu'on se donne un petit peu de temps, qu'on se retrouve d'ici la fin du mois de janvier, début du mois de février, pour voir. Je ne sais pas, il faut qu'on invente. De toute façon, sur plein de choses, il faut qu'on invente. Ça va vous donner les mains plus libres ou peut-être pas finalement, de pas dans une majorité, devoir tenir compte de l'avis des écologistes et des communistes. C'est parfois pratique d'avoir des partenaires qui vont aider à faire passer certaines réformes alors que là, vous allez devoir tout assumer. Moi, je le regrette, mais je le regrette par rapport à la dynamique d'idées. Hein, parce que... Et pas aussi pour le rapport de force. Non, moi je le regrette par rapport à la dynamique d'idées. J'ai eu une majorité avec les Verts, donc pas avec les communistes. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de frictions, beaucoup de rapports de force, comme vous dites, Catherine. Mais pour moi, ce qui compte, c'est quand même les idées pour lesquelles on se bat et puis qu'on veut faire avancer. Et franchement, ça a toujours été gagnant. Ça a enrichi notre programme et notre façon de voir. Donc c'est dommage parce que je trouve que l'action publique est tellement compliquée aujourd'hui que si on s'y met pas tous ensemble, on se prive de quelque chose. Et là, manifestement, la composante verte, la composante communiste, elles apportent des éléments qui sont importants. Donc je le regrette et c'est pour ça que je veux garder le contact. Dans votre discours lundi, vous avez parlé des collectivités territoriales en général, vous n'avez pas nommé les départements. François Sauvadet, donc votre opposant au Conseil régional, vous l'a reproché. C'est un oubli ou c'est volontaire? Pas du tout. Non, c'est ni un oubli ni un acte volontaire. Quand je parle des collectivités, ce sont les départements et ce sont les agglomérations qui sont les partenaires naturels de la région. Probablement qu'un de mes premiers actes sera de réunir tous ces partenaires justement sur la question qui nous a divisés sans nous diviser pendant la campagne, parce que pour moi c'est pas un sujet politique, c'est un sujet d'action publique, la question du numérique. Ça sera probablement une des premières réunions qui nous amènera départements et agglomérations à nous avec retrouver, les 8 présidents des départements de Franche-Comté-Bourgogne. Oui, bien sûr. Et le fait qu'il y en ait 6 qui soient à droite et seulement 2 qui restent à gauche... Mais ça n'a rien à voir, là, ça ne compte pas, ça. Mais est-ce que la phrase de François Sauvadet, c'était pas une menace en creux qui voulait dire je vous rappelle qu'il y a 6 départements sur 8 qui sont à droite et qu'on va pas vous rendre la tâche facile. Est-ce que vous l'avez compris comme ça? Non. Comme nous, parce que nous, on a mauvais esprit, mais... Non.
Non, moi je veux pas rentrer là-dedans et je pense que François Sauvadet n'est pas là-dedans. Il peut pas être là-dedans. Ce sont les départements, qu'ils soient de droite ou de gauche, maintenant que l'élection est passée, qui sont avec la région, qui est de gauche, certes, mais là aussi, il faut qu'on trouve, des équilibres, des calages, des façons de travailler ensemble. Nous travaillerons beaucoup moins que par le passé avec les départements sur la question économique, puisque les transferts de compétences renforcent la région avec les agglos, hein, mais il y a tout le champ de l'aménagement du territoire. Les transports, Hein, les transferts sur les transports. Il y a tout le champ des transports, des transferts de compétences avec les transports scolaires notamment. Donc là, ce sont des partenaires naturels. Bon, vous nous amenez à la suite de cette émission qui est Jolie transition. parfait. Les 5 ans et 3 mois qui restent. Avant de nous dire comment vous concevez le rôle de la région, vos choix, vos priorités, on va d'abord, on en parlait avec François Sauvadet, écouter un mot de votre opposition qui s'est exprimé lundi lors de cette session. On les écoute. Vous êtes désormais au pied du mur, nous sommes tous au pied du mur. Il y a une véritable urgence sociale et économique à agir concrètement. Vous ne pourrez pas continuer de nier la réalité des difficultés que connaît notre nouvelle région. Comme vous l'avez fait régulièrement, je le dis simplement, ces derniers mois, les balayant d'un revers de main. Ah, les petits arrangements entre amis sont encore à l'ordre du jour. Mais rassurez-vous, Madame la Présidente, les élus UDI, les Républicains, sauront vous apporter un soutien franc et massif durant cette mandature, comme ils l'ont fait d'ailleurs depuis 2004. Car, sur le fond, entre le Parti socialiste et les Républicains et l'UDI, vous êtes d'accord sur tout. Car... Ce qui a provoqué certaines réactions du Front National, c'est que vous avez, entre autres, vous avez proposé la présidence d'une commission à la droite et pas au Front National. Vous le justifiez comment, sachant qu'il n'y a qu'un siège d'écart entre ces deux groupes? Alors, écoutez, pour moi, il y a quand même une différence. Il y a une ligne qui ne peut pas être franchie entre la droite et l'extrême droite. Et donc, ma position est vraiment d'être dans une posture de recherche, de compromis sur les grands sujets. Cette culture du compromis qui nous manque tant, elle est nécessaire. Et puis, la recherche de la transparence aussi. Donc, la question des finances, pour moi, c'est vraiment dire au Parti républicain, la transparence est là, et donc il faut que chacun s'empare de cette transparence. Oui, mais quand vous parlez de compromis, vous faites un peu le jeu du Front National qui dit UMPS ou les Républicains PS, même combat. Moi, je pense qu'on est dans une situation où c'est tellement difficile aujourd'hui de trouver les bonnes réponses à tous ceux qui doutent de tout, à tous ceux qui sont inquiets, qu'il faut vraiment unir toutes les compétences, toutes les bonnes volontés. Et moi, je pars du principe qu'il n'y a pas d'un côté la gauche qui a raison, de l'autre côté la droite qui a tort. Hein, et que nous avons des valeurs qui nous opposent, mais nous avons aussi un souci de l'intérêt général et qui, aujourd'hui, doit prévaloir. Ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver sur tout. Bien sûr que non. Ça ne veut pas dire qu'on va lâcher nos valeurs, non. Mais vous savez, sur la question économique, comment on booste l'activité économique dans notre pays, ce serait dommage qu'on ne travaille pas plus ensemble. Le contexte des attentats, le contexte des élections, est-ce que ça vous donne un sentiment de responsabilité plus fort que peut-être dans une élection précédente? Et puis le fait aussi que face à vous, il y a pour la première fois presque autant de conseillers régionaux du Front National que de la droite classique. C'est plutôt ça qui me donne ce sentiment de responsabilité. C'est à la fois d'avoir constaté l'abstention très forte dans le pays, puis de voir le poids très important de l'extrême droite, et puis effectivement de voir que nous sommes en tripartisme, hein, un tiers, un tiers, un tiers. Donc, du coup, ça me donne effectivement ce sentiment d'être obligé de voir comment travailler en dialoguant avec des forces qui ne partagent pas complètement nos valeurs, mais qui apportent aussi des choses. Hein. Aujourd'hui, nous avons à répondre à tous ceux qui votent extrême droite, qui choisissent l'extrême droite. Moi, je repense à cette phrase de Fabius, je crois que c'était dans les années 83, qui disait le Front National, au moment où il émergeait, c'est une mauvaise réponse à des bonnes questions. Et on en est toujours là. Et il faut qu'on arrive
à trouver les bonnes réponses. Bon, ça, c'était il y a 30 ans. Visiblement, à gauche, On en est toujours là, trouvé. c'est terrible. Voilà. C'est terrible. Vous n'avez pas trouvé forcément les réponses. Question très concrète. Le conseil régional a des représentants dans tous les établissements scolaires type lycée. Est-ce que vous allez envoyer des représentants Front National dans certains établissements? C'est une question. Oui, je vous la pose. Mais c'est une question. Les questions, elles sont faites pour qu'on les travaille avant qu'on y réponde. Donc, c'est l'objet du travail de ma majorité actuellement. Je consulte sur cette question. Je consulte beaucoup. Je consulte la communauté enseignante, notamment parce que je sens beaucoup d'inquiétudes. Il y a un débat, un parti qui a été élu et qui représente un tiers des électeurs, il est là, effectivement, et on ne peut pas ne pas compter avec lui. Et puis, en même temps, c'est un parti qui véhicule des idées qui, prononcées dans une enceinte scolaire, au sein d'une communauté éducative, font mal. Donc, la réponse, elle sera le 21 janvier. C'est bien. Voilà. Et vous n'avez pas d'avis tranché sur la question pour le moment? Vous voyez bien que sur un sujet comme ça, c'est assez clair. vous voyez bien que sur un sujet comme ça, on ne peut pas avoir d'avis tranché. Ça fait partie de ces nécessités de trouver des nouvelles réponses. On ne peut pas répondre par une posture. Il faut répondre intelligemment. Et l'intelligence, elle demande un petit peu de temps. On continue, on va bien sûr dans la deuxième partie de l'émission parler du programme et ce que vous voulez faire, mais d'abord le premier point des 3 axes que vous aviez évoqués. Vous avez évoqué la grande région, vous avez évoqué l'économie et vous avez évoqué, on va dire, l'écologie de façon un peu large. Mais sur la grande région, vous avez dit en fait, il faut la construire. Comment vous voulez la construire, la faire exister? D'abord, vous vous êtes rendu compte qu'elle n'existait pas encore vraiment, et il faut faire quoi? Des symboles tout de suite, des actes forts? Il y a 1 minute 30 là dans cette première partie, mais on en parlera dans la deuxième partie. Vous inquiétez pas. C'est un travail de longue haleine, c'est pas tout de suite. Moi, je suis pas pour les coups médiatiques. Je pense que c'est vraiment un travail de très longue haleine. Ce rassemblement de cultures différentes. Il y a effectivement beaucoup de différences. Il y a aussi, j'ai senti tout au long de la campagne, une envie, une appétence à se rencontrer, à échanger les points forts entre les uns et les autres. Le nom, les choses comme ça, c'est important ou pas? Ben oui, mais Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas mal, non? Ça y est, faites votre choix alors. Il y aura une discussion, puisque effectivement la loi nous y oblige, donc il y aura débat. Mais j'avoue que c'est vrai que c'est pas mal. j'avoue que par rapport à ce choc des identités, que l'on voit bien, chacun s'y retrouve. C'est beau, Bourgogne-Franche-Comté. Alors le fait que parmi les vice-présidents, il y en ait 9 bourguignons et seulement 6 francs-comtois, est-ce qu'on vous en a parlé quand vous êtes revenu à Besançon? Jamais. Mais jamais. Personne n'a fait les comptes. Votre seulement, il ne devrait pas exister. Vous avez là un rapport de 9 à 6 qui est le rapport de la démographie entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Et le seulement, il n'est pas adapté, car regardez les compétences qui sont attribuées aux francs-comtois, elles ne sont pas légères. L'économie, la formation, les fonds européens, l'aménagement du territoire, c'est quand même pas rien. C'est le bourguignon qui a dû dire seulement, en fait. L'agriculture. Vous aviez oublié donc la délégation de l'agriculture. Mais pourquoi je l'aurais oublié? Je la cite. Allez, on va s'arrêter là pour le moment, Marie-Guide Dufay. On se retrouve